Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans le 5e épisode du Virtual Tour UX. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un sujet qui peut paraître compliqué, mais en fait, vous allez voir en quelques minutes que c'est assez simple. C'est quoi la maturité UX? On va voir ce que c'est qu'un modèle de maturité, comment évaluer la maturité, à quoi ça vous sert, quand est-ce qu'il faut le faire, etc., etc. Alors, c'est considéré comme un sujet un petit peu difficile, donc je vous ai produit une définition qui est à la fois complète et simple. Le modèle de maturité UX, c'est la capacité de l'entreprise à évaluer ses forces et faiblesses, à mettre en œuvre l'amélioration et à justifier les investissements pour aller vers une organisation centrée utilisateur. Le sujet de la maturité UX, c'est bien celui-là, vous allez le voir dans le modèle tout à l'heure. Plus une organisation est mature en matière d'expérience utilisateur, plus elle est orientée utilisateur, évidemment. Donc, évaluer ses forces et faiblesses, mettre en œuvre l'amélioration pour progresser, et justifier les investissements. Voilà, donc ça, cette définition, vous pouvez la retrouver dans la vidéo, et elle est vraiment simple et complète. Ensuite, pourquoi évaluer sa maturité UX? Alors, 3 raisons principales. Se situer et se comparer. Se situer, c'est-à-dire on va faire une photo, un diagnostic de maturité UX, ça fait une photo de votre organisation et de sa maturité en matière d'expérience utilisateur. Donc du coup, ça vous permet de savoir réellement où vous en êtes en matière d'UX. Ensuite, les métriques sont génériques, donc on utilise les mêmes pour tout le monde. Donc ça veut dire que, et plus ou moins suivant les modèles de maturité, c'est vraiment vrai au niveau global. Donc ça veut dire que ça facilite les comparaisons. Les comparaisons d'une entreprise avec une autre, évidemment, mais les comparaisons aussi au sein d'une même entreprise entre différentes divisions, par exemple. Donc ça, c'est intéressant, et vous allez voir que c'est intéressant de savoir où vous en êtes par division à l'intérieur de l'entreprise en matière de maturité. Deuxième sujet, pourquoi évaluer sa maturité UX? Pour adopter un référentiel. Ça, c'est important aussi, pour partager à tous les niveaux de l'organisation la vision de la maturité. C'est parce qu'on réussit en général ensemble, on ne réussit pas tout seul, donc du coup, partager la vision de la maturité et partager un référentiel unique dans toute l'organisation, ça vous permet d'être plus efficace sur le plan d'amélioration. Donc adopter un référentiel, deuxième sujet. Troisième sujet de pourquoi évaluer sa maturité UX, trouver des pistes d'amélioration, évidemment, pour mettre en œuvre un plan d'action permettant de progresser vers une organisation centrée utilisateur. Donc évidemment, trouver des pistes d'amélioration, c'est bien ça le sujet, c'est de dire je suis là aujourd'hui, c'est le diagnostic de la maturité, demain j'aimerais être ici, donc mieux en termes de maturité, et voilà comment je peux progresser pour y arriver. Voilà pour le pourquoi. Maintenant, le quand. Quand est-ce qu'il faut évaluer sa maturité UX? Si c'est pas déjà fait, dès que possible. Faites-le maintenant, parce que ça vous fait une photo, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez un état des lieux objectif de là où vous en êtes en matière d'expérience utilisateur. Donc, dès que possible, c'est le bon moment. Ensuite, évidemment, régulièrement, parce qu'en fait, la maturité utilisateur, la maturité UX, c'est le fait de dire j'ai une photo et j'ai une cible, et entre les deux, voilà ce qui se passe. Donc assesser régulièrement sa maturité, donc regarder régulièrement dans le modèle de maturité où on en est, c'est un élément important. Troisième sujet pour le quand, c'est en cas de croissance rapide. Donc ça, c'est un sujet un petit peu annexe, mais vous allez voir que c'est important pour toutes les entreprises qui font de la croissance externe, notamment quand vous rachetez des entités, vous rachetez des entreprises diverses et variées. Eh bien en fait, savoir où vous en êtes en termes de maturité UX et faire un petit diagnostic de chaque entreprise que vous rachetez, c'est important parce que sinon, vous risquez d'avoir un choc culturel très fort si votre maturité digitale et UX n'est pas du tout la même que celle des entreprises que vous rachetez. Auquel cas, à ce moment-là, les greffes peuvent ne pas prendre. Donc pour éviter ces chocs culturels, avoir ce référentiel dont je parlais tout à l'heure et pouvoir se situer les uns les autres dans ce même référentiel est un point important si vous faites régulièrement de la croissance externe. Voilà pour le quand. Maintenant, découvrons le modèle de maturité. Voilà. Alors, ça peut paraître un peu complexe, mais vous allez voir que ça va être très simple avec les bonnes explications. Donc, du coup, modèle de maturité, pour le comprendre simplement, il y a 5 niveaux de maturité dans celui-ci. Involontaire, conscient, piloté, centralisé, institutionnalisé. Donc, pour chacun de ces 5 niveaux de maturité, vous avez un ensemble de critères ici. Et les critères sont de l'ordre du timing des activités, du management, du leadership, des ressources, du staffing, du budget,
que vous allouez à l'UX, des outils et des process que vous utilisez. Il y a évidemment des barrières au progrès qui sont importantes à identifier, puisque c'est ce qui va vous permettre de progresser quand vous allez l'élever. Et puis des drivers d'amélioration. Et tout ça, évidemment, le point clé, il est là, c'est vers une organisation centrée utilisateur. C'est-à-dire quand vous avez un niveau de maturité UX institutionnalisé, c'est-à-dire que l'UX est dans votre ADN et vous êtes parfaitement centré utilisateur sur toute votre chaîne de valeur. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, on va prendre quelques points. Le timing des activités UX, quelques points saillants pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne et comment évaluer. Le timing des activités UX, c'est facile. Hein. Si vous êtes dans un mode où les activités UX c'est accidentel en fonction des affinités de l'équipe projet, hein, très clairement, si vous avez quelqu'un dans une équipe projet qui dit « Ouais, mais moi j'aime bien l'UX, j'aime bien l'UI, je m'intéresse à ces sujets-là, on va en mettre dans le projet. » Bon, ça, c'est ce qu'on appelle de l'accidentel. Si votre timing des activités, il est après le développement, c'est-à-dire que vous faites votre projet, vous développez votre application, et à la fin, au niveau de la recette, vous vous dites « Ah oui, mais il nous faut de l'UX, on n'a pas trop pensé à l'expérience utilisateur. » Bon, là, vous êtes un tout petit peu plus mature que l'accidentel, mais pas beaucoup. Après, pendant et après le développement, ça, c'est la version la plus courante. On commence à y penser, c'est-à-dire qu'on commence à penser à l'UX pendant les développements, un peu après les développements. Ça, c'est un niveau piloté, on le verra tout à l'heure. Et en fait, avant un niveau centralisé, c'est avant le développement. C'est-à-dire quand vous pensez à l'UX, c'est quand vous intégrez l'UX directement dans les spécifications, dans les cahiers des charges des projets digitaux que vous lancez. À ce moment-là, dès la phase de conception, vous avez une prise en compte de l'UX et bien évidemment, l'outcome, le projet au final est mieux réussi. Et après, évidemment, le Graal du niveau de maturité sur le timing des activités, c'est qu'elle est complètement intégrée dans la stratégie business. On y reviendra tout à l'heure sur les autres sujets, mais dès que vous intégrez l'expérience utilisateur dans votre stratégie business, ça veut dire qu'elle fait partie de l'ADN de tous les projets que vous allez lancer. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, il y a un autre point saillant, management leadership, je vous laisserai le découvrir, les ressources, le staffing, le budget. Ça, c'est un point saillant, c'est-à-dire qu'il est facile d'assesser la maturité d'une organisation, la maturité UX d'une organisation, en regardant ce sujet-là. Alors, si vous n'avez aucune ressource dédiée, c'est-à-dire il n'y a pas d'UX designer chez vous, et donc du coup il n'y a pas de budget, à ce moment-là vous êtes en bas de l'échelle. C'est logique. Ressources externes, ça, et budget limité, sur ce deuxième niveau, c'est simple, hein, c'est quand l'UX est traité par exemple, un freelance, ou un sous-traitant de temps en temps que vous prenez, ou une agence web que vous prenez, et que vous faites bosser sur les parties UX. Vous n'avez rien chez vous. Vous externalisez tout. 3. Piloter. Là, ça commence à devenir intéressant, parce que vous avez décidé de faire prendre le sujet UX par quelqu'un dans votre organisation. Donc, vous avez un responsable de l'expérience utilisateur. Même si le budget reste au coup par projet. C'est-à-dire, sur chaque projet, vous dites « Ouais, on va affecter une quote-part du X sur ce projet-là. Non, sur celui-là, c'est pas la peine. Sur celui-là, peut-être un petit peu. » Et en général, les pourcentages du X sont très faibles. On est dans les 3-4% maximum. Ensuite, centraliser, quand vous avez une équipe dédiée, ce qui est le cas de toutes les grandes organisations depuis, la maturité a évolué très fortement ces 5 dernières années en matière d'UX, donc du coup les grandes organisations se situent en général ici. Vous avez une équipe dédiée avec un budget dédié. Cette équipe, elle appartient au marketing, elle appartient à la DSI ou elle appartient au digital. Elle est sous le Chief Digital Officer, ça peut être ça. Mais équipe dédiée et budget dédié, ça montre une prise en compte dans l'organisation, une prise en compte réelle dans l'organisation de l'expérience utilisateur. Et donc ça veut dire que vous avez un niveau de maturité qui est déjà assez élevé. Et évidemment, le niveau de maturité à rechercher, c'est le budget intégré dans le business. Donc vous avez une équipe dédiée, c'est une chose, mais vous avez votre budget intégré dans le business, dans vos roadmaps et dans vos plans d'action. C'est-à-dire que l'UX est parfaitement intégré dans le business. Donc on ne lance plus de nouveaux business models, on ne lance plus de projets sans considérer en tant que tel l'expérience utilisateur. Voilà, et ça entraîne aussi le fait, quand vous en êtes là, ça veut dire que vous avez un sponsor exécutif. On y reviendra tout à l'heure. Je vous épargne les outils et process, vous pourrez les découvrir. Barrière au progrès, c'est aussi un autre élément saillant, c'est-à-dire que c'est assez simple
dans une organisation de reconnaître les barrières au progrès. Quand vous débutez, très clairement en dehors de l'ignorance, hein, qui est logique, il y a de l'hostilité, en général, ça sert à rien, les utilisateurs, on sait ce qu'ils veulent, bon. Et puis il y a une opposition business-technologie. En général, on est à ce moment-là dans des organisations où la DSI est en opposition avec les métiers, où les métiers sont en opposition avec la DSI, en général. Alors, l'UX est centré sur ce deuxième niveau, les barrières au progrès, c'est que l'UX est centré de développement. C'est-à-dire qu'on adresse les sujets basiques, les boutons, les couleurs. Et l'UX est considéré, je force un petit peu le trait, mais l'UX est considéré comme le fait de faire joli. Ah oui, il faut mettre de la couleur là. Ouais, faites-moi un truc joli, faites-moi un truc moderne, il faut que ce soit cool, il faut que ça ait un beau look. Bon, bah ça, c'est le niveau 2. Hein. C'est-à-dire que vous êtes conscient qu'il faut faire quelque chose, mais pour l'instant, vous ne savez pas trop quoi. Après, dans le pilotage, dans un niveau piloté, vous avez des limites des initiatives locales, parce qu'en général, quand vous êtes à ce niveau-là, vous avez un responsable UX, mais il est toujours aidé par des bonnes volontés, en fait. On mise beaucoup sur les bonnes volontés. On mise pas sur une organisation en tant que telle, on mise sur des bonnes volontés. Donc du coup, d'où une barrière au progrès qui est les initiatives, les limites des initiatives locales, les limites des budgets évidemment, les limites de ressources, et une barrière au progrès qui va être, vous aurez sûrement dans votre équipe UX des frustrations et du découragement, de voir qu'en fait l'UX n'est pas pris en compte au bon niveau dans l'organisation. Donc ça, c'est une barrière qui est assez difficile à lever en fait. Ensuite, passer cette barrière dans le niveau centralisé, vos barrières au progrès, ça va être clairement le recrutement et le staffing. Ça, c'est compliqué parce que si vous n'avez pas une image d'organisation centrée utilisateur, eh bien, ça va être difficile d'attirer des bons candidats, des bons UX designers. Donc ça, le recrutement va être un sujet. Et puis la culture de l'organisation. C'est-à-dire que dans un centralisé, même si le central a pris conscience de l'importance de l'expérience utilisateur, eh bien en fait, il est probable qu'en périphérie de ce central-là, un peu partout, ce ne soit pas toujours le cas. Donc vous allez avoir des divisions, vous allez avoir des parties de l'organisation qui n'auront pas pris conscience de l'intérêt de l'expérience utilisateur. Et ensuite, dans le niveau institutionnalisé, c'est facile, hein, en général, la barrière au progrès est plus une question de pénurie d'experts. Donc du coup, des experts qui ont vraiment des expériences extensives sur des sujets, que ce soit du mobile, du web, etc., ce sont plutôt rares. Donc du coup, sur une organisation qui est très institutionnalisée, avec un niveau de maturité très élevé, ça va être plutôt un sujet de pénurie d'experts. Voilà, dernier élément, les drivers d'amélioration. Ça, je vous en parle évidemment parce que c'est là-dessus que vous allez devoir agir, hein. C'est ça, ce fameux plan d'amélioration, il sera basé sur ces sujets-là, sur les drivers d'amélioration. Donc vous avez au départ la sensibilisation, hein, faire connaître ça à tout le monde et puis en faire percevoir. C'était l'objet de vidéos précédentes, c'est en faire percevoir les bénéfices. Il faut que les gens dans votre organisation voient les bénéfices de faire de l'UX. Sensibilisation. Formation et application, un petit peu plus loin, ça c'est important aussi, puisque une fois qu'on a sensibilisé, il faut former pour que vraiment les compétences soient ancrées dans votre organisation. Et puis application, évidemment, application, on ne démontre jamais mieux en matière d'expérience utilisateur, mais en matière de tout, que par l'exemple en fait. Donc du coup, vous allez prendre un projet, vous allez lui mettre de l'UX, une méthode UX globale, et vous allez montrer que ça fonctionne. Ensuite, compréhension de la valeur et systématisation. Ça, c'est vraiment une marche importante à franchir. La compréhension de la valeur, c'est de faire en sorte que toute l'organisation, tous les niveaux de l'organisation comprennent la valeur de l'expérience utilisateur. Et la systématisation, c'est une fois que vous aurez appliqué ça sur un projet, vous aurez montré que ça marche, vous appliquerez sur un deuxième, et puis systématiquement, vous allez appliquer sur tous les projets qui vont sortir de chez vous. Ensuite, on rentre dans des choses qui sont plus business, là, au fur et à mesure, sur les drivers d'amélioration du niveau 4, on a la quantification des gains. La quantification des gains, c'est le point clé. C'est-à-dire, ok, vous m'avez fait investir dans une équipe UX, vous m'avez fait investir dans un responsable UX, vous m'avez fait investir dans des projets dans lesquels on a embarqué une méthode UX, qu'est-ce que ça rapporte ? Donc la quantification des gains montre déjà un niveau de maturité élevé. Ça, c'est important. Et ensuite, le top, du coup, les drivers d'amélioration, c'est la corrélation avec les KPI métiers. D'accord ? La corrélation avec les KPI métiers, c'est que vous avez le business qui veut atteindre des objectifs, eh bien l'UX s'inscrit pleinement
dans la capacité Coral Business à atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est vraiment très important, la corrélation avec les KPI business. Et puis, l'anticipation des tendances. Là, quand vous êtes extrêmement mature, vous allez aller sur les tendances UX, sur qu'est-ce qui se fera de mieux demain, qu'est-ce qui va arriver, les assistants conversationnels, comment vont se faire les expériences demain. Et ça, quand vous êtes dans l'anticipation des tendances, alors à ce moment-là, vous avez un niveau de maturité qui est tout à fait élevé. Voilà pour le modèle de maturité. Je vous conseille d'y revenir. Hein, il est disponible côté GFI. Vous nous demandez, vous m'écrivez pour que je vous l'envoie, et puis ça vous permettra de progresser et de vous l'approprier. Ensuite, quels outils pour évaluer la maturité UX? Un modèle de maturité UX, on vient de le voir. Des professionnels du diagnostic, j'y reviendrai tout à l'heure, mais effectivement, vous faire aider, c'est pas parce que nous, chez GFI, on le fait, c'est bien parce que il faut de l'objectivité dans cette évaluation-là. Et quand on s'auto-évalue, un auto-assessment, c'est toujours délicat. Donc du coup, d'avoir des professionnels qui vous disent, bah oui, vous faites comme ça, effectivement, et puis nous, on voit plein d'autres entreprises qui font comme ci, et donc du coup, ça vous permet vraiment d'avoir une évaluation objective. Et puis, bien sûr, la volonté de progresser. Hein. Le modèle de maturité n'a aucun sens si vous n'avez pas la volonté de progresser. Ça, c'est vraiment le sujet. Hein. Le sujet, c'est de se dire, je suis là, demain, je veux être là, parce que c'est important pour mon business. Eh bien, voilà le chemin. Donc, la volonté de progresser, c'est évidemment le driver le plus fort. Ensuite, des conseils pour réussir. Faites-le, hein, vous l'avez compris, depuis le début de la vidéo, je vous invite à le faire. Vous avez tout à gagner. Il n'y a vraiment rien à perdre à faire un diagnostic de maturité et puis à appliquer un modèle de maturité UX. Deuxième sujet, faire appel à des experts, je viens d'en parler, pour l'objectivité notamment. Troisième sujet, progresser à petits pas. Vous pouvez me tenter un Big Bang. Il y a des organisations qui tentent un Big Bang de l'UX et qui essayent de spreader de l'UX partout dans l'organisation, à toutes les échelles, etc. Le Big Bang est possible, hein, il y en a un qui a fonctionné en tout cas, mais c'est pas ce que je vous conseille. Réellement, pour embarquer tout le monde, il faut progresser à petits pas. Ce que je disais tout à l'heure, donc montrer que ça fonctionne, et puis aller un peu plus loin, montrer que ça fonctionne, et puis aller un peu plus loin, etc. Et quatrième conseil, le quatrième probablement le plus structurant, c'est de trouver un sponsor de niveau direction générale. Ça, c'est vraiment structurant dans la réussite de votre maturité et dans votre progression dans la maturité et expérience utilisateur. Puisque vous pouvez avoir des initiatives locales, mais tant que vous n'aurez pas tout en haut de la pyramide la prise de conscience que l'expérience utilisateur est un driver de business, parce que c'est ça le sujet, c'est un driver de business, il faut que cette prise de conscience ait lieu tout en haut de la pyramide. Et à partir de là, à partir du moment où vous avez un sponsor tout en haut de la pyramide, eh bien vous allez pouvoir dérouler dans toute l'organisation l'amélioration de l'UX. Voilà, donc ça c'est vraiment important et on le constate dans beaucoup d'organisations. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu de découvrir ce qu'est la maturité UX, le modèle de maturité, le pourquoi, comment, etc. J'espère vous retrouver en forme dans une prochaine vidéo. Ça sera peut-être du test utilisateur, ça sera peut-être... Bon, il y a plein de sujets à traiter. Restez en forme, gardez le moral, surtout, c'est important, pour pouvoir réussir votre maturité UX, c'est important. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao.